Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, dans ce 19h30, la proclamation des résultats de la présidentielle du dimanche dernier. Patrice Talon vient en tête du scrutin avec plus de 86% des voix exprimées. On en dira un mot. Et puis, actualité électorale toujours dans ce 19h30 avec l'avis de la plateforme électorale des organisations de la société civile au sujet de la présidentielle du dimanche dernier. Elle a constaté environ 800 actes qui ne collent pas avec l'esprit électoral, avec entre autres les bourrages d'urnes, les intimidations, la séquestration d'observateurs. On vous fera le point. Déjà, une journée de jeûne chez les musulmans. Le mois de Ramadan a démarré aujourd'hui même au Bénin. Un temps de dévotion qui appelle à des comportements précis de la part du croyant qui adore Allah. L'imam Abdul Matin Chitou nous donnera des conseils et détails au sujet des attitudes à avoir. Une journée sur un parc auto pour les voyages interurbains au Bénin. Notre guide, Ulrich Gaba, nous fera vivre l'ambiance qui prévaut dans ce milieu ainsi que les acteurs impliqués dans la bonne tenue du quotidien. Racoleurs, chauffeurs, responsables syndicaux, tous sont acceptés partager un bout de leur joie et de leur peine avec notre reporter. Le 19h30 vous en propose quelques clichés bien choisis. Bienvenue donc aux nouvelles de Cotonou. Les premiers chiffres du scrutin du dimanche dernier au Bénin tombent ou sont tombés. Patrice Talon est réélu à 86,36% des voix validées. C'est ce qu'a proclamé tout à l'heure même la Commission électorale nationale autonome. Je vous propose pour les autres détails liés à cette consultation la lecture proposée par la vice-présidente de la Commission électorale nationale autonome. Voici Geneviève Bokonadjo. Le Sénégal est l'un des 7 pays où les Béninois de la diaspora ont pu exprimer leur suffrage à l'occasion de l'élection présidentielle d'avril 2021. Pour beaucoup, ce fut une occasion de réaffirmer leur attachement à la patrie. Mes sentiments sont des sentiments de joie, de pouvoir participer au choix du prochain président de mon pays. C'est un sentiment de satisfaction pour avoir accompli un devoir citoyen. Et je crois que tout s'est bien passé. J'espère qu'il en sera de même jusqu'à la fermeture du bureau. Sentiment de satisfaction, c'est un plaisir et toujours un honneur de donner son vote à l'un des nôtres et de dire c'est celui-là qu'on veut qu'il soit président et qu'il nous dirige. Bien qu'ils soient sortis massivement pour exercer leur droit de vote, beaucoup n'ont pas pu repartir chez eux avec le sentiment du devoir accompli. Oui, d'abord, je n'ai pas retrouvé mon nom sur la liste, je n'ai pas compris vraiment pourquoi. Et là, j'ai le sentiment d'être un peu rejeté, je ne suis pas trop content. J'ai fait l'enrôlement ici, mais je n'ai pas mon nom sur la liste, donc je n'ai pas pu voter. C'est une très grande frustration parce que je n'ai pas retrouvé mon nom sur la liste actuelle. Face à cette situation, le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur appelle à une meilleure prise en compte de la diaspora les fois à venir. La grande majorité de la diaspora n'a pas pu voter, du vu du découpage diplomatique qui s'est récemment opéré. Cette diaspora béninoise qui est évaluée à des millions d'habitants, millions hors du territoire, je pense que la prochaine fois devrait être un peu plus considérée et prise en compte pour que tous puissent exprimer leur attachement à la patrie à travers justement la désignation de ceux qui sont chargés de mener la destinée du développement de notre pays. Au-delà du Sénégal, le bureau de vote de Dakar était aussi destiné à d'autres pays d'Afrique. Au niveau du bureau de vote de Dakar, nous avons d'abord les Béninois résidant au Sénégal qui doivent voter, mais ensuite les Béninois résidant au Maroc et en Algérie aussi. Donc nous avons en réalité 3 postes de vote en un ici. Et depuis 7 heures, nous avons connu la présence de plusieurs électeurs qui sont déjà venus accomplir leur devoir civique. Et il faut aussi dire que nous avons noté déjà en apparence une forte participation féminine. En parfaite collaboration avec la mission de la Sénat, le consulat honoraire du Bénin au Sénégal a mis les petits plats dans les grands
afin de permettre aux votants d'accomplir leurs devoirs civiques en toute quiétude. Je tiens à remercier les Béninois et les Béninoises qui sont venus s'acquitter de leurs devoirs civiques. Il était heureux qu'à Dakar, qu'on ait des bureaux de vote. Les élections se sont passées le plus normalement possible. Nous avons commencé l'ouverture des bureaux à 7h et nous venons de fermer à 16h. À l'instar des Béninois résidant au pays, les Béninois du Sénégal ont donc exprimé leur suffrage. Ils sont sortis pour choisir celui qui présidera les Reines du Bénin pour les 5 ans à venir. 69, 70. Voilà, vous avez plutôt suivi le vote de la diaspora béninoise au Sénégal qui se réjouit d'avoir justement accompli son devoir civique. Il y avait 3 postes de vote en un, expliquait justement un agent de la Commission électorale nationale autonome. À Dakar, là-bas, l'accent est mis surtout sur la forte participation féminine à ce scrutin. La présidentielle toujours, celle du dimanche, qui a connu des bourrages d'urnes, des actes d'intimidation et même de séquestration d'observateurs neutres. C'est la plateforme des organisations de la société civile qui rendait ainsi compte de son observation de la consultation du dimanche. Elle a rendu sa copie hier à la presse avec sur l'affiche plusieurs autres détails. En voici un extrait présenté par l'un des membres de la plateforme. Dans la continuité de ses activités électorales, la plateforme électorale a animé une salle de situation basée sur un déploiement de 1470 observateurs, présidée par une chambre de réponse. Cette salle de situation électorale a permis d'intervenir sur les situations suivantes: l'absence des forces de sécurité, l'absence de matériel de vote et des membres des postes de vote dans certains centres de vote, des cas de bourrage d'urnes, des votes multiples, de séquestration d'observateurs, d'intimidation d'électeurs et d'agents électoraux. Pour ce qui est du bourrage des urnes, la Chambre de réponse a contacté les points focaux de la Sénat sur le terrain pour vérification et suivi de ces situations. Quant aux intimidations, la salle de situation électorale a contacté les forces de l'ordre territorialement compétentes. De manière globale, sur toute l'étendue du territoire national, sur les 3 duos en lice, le duo Talon-Talata était plus présent dans les postes de vote. Nos observateurs ont constaté que les mandataires de certains duos ont été interdits d'accès à certains postes de vote jusqu'à une certaine heure. PV2, EPP, Madémen, GA et B, arrondissement Aho-Beya, commune de Koulekame. De manière générale, 73,23% des postes de vote ont été dépourvus d'au moins 2 représentants. L'absence des représentants des duos pourrait expliquer certains actes, notamment de vote multiples et de bourrage d'urnes dans certains postes de vote. PV1 et PP Noiri, arrondissement d'Assari, commune de Matéri. Dans 1282 postes de vote couverts par nos observateurs, ces derniers ont décompté 1098 femmes membres de postes de vote. Majoritairement, elles ont occupé par ordre décroissant les postes de 2e assesseur, 1er assesseur et président. Le traitement des dites informations fait état d'un taux de participation globale de 26,47%, puis de 10,58% pour la participation des femmes. Ce taux tient compte de la décision DCC 21-074 du 11 mars 2021 portant prise en compte de 564 674 électeurs décédés selon les estimations de l'INSAE sur les 10 ans de la NEPI. De nos positions d'observation, le plus faible taux de participation, 0%, est enregistré dans les postes de vote non ouverts, Tchaourou, Banté, Dassa, Savé, et la plus forte participation, 99,68%, est enregistrée au PV1, EPP Kenji, Zungame,
Agege Wemi. Une autre organisation non gouvernementale qui a aussi surveillé de près cette élection, c'est l'ONG Changement Social. Ahmed Gandaro, son président, parle de très faibles taux de participation sur l'ensemble du territoire national, d'actes de subordination, de fraude et autres. Je vous propose de suivre un bout de ce point de presse qu'il a présenté hier. Il est au micro de Ouliat Sanoussi et d'Henri Ganté. Annoncé comme une élection chrysogène sur fond de frustration, le scrutin du 11 avril 2021 au Bénin ne s'est pas déroulé sur toute l'étendue du territoire national. Dans l'ensemble, le climat relativement apaisé du scrutin n'a pas effacé la psychose laissée dans le subconscient collectif dans les départements des collines, Longa, Bogo, voire Atakora, où les manifestations de la semaine ont progressivement pris de l'ampleur, ce qui pourrait expliquer la non-tenue du scrutin par endroit, ainsi que la très faible participation observée sur le territoire national. Par ailleurs, dans les autres départements où le niveau de participation s'annonçait élevé, il a été curieusement constaté et documenté les tentatives des entreprises, des actes de subornation et de fraude visant la hausse du nombre de votants et par ricochet le nombre de suffrages exprimés. Somme toute, le scrutin du 11 avril 2021 s'est déroulé dans des conditions de violation des droits humains constatées et documentées par Changement Social Bénin qu'il convient d'expliciter. Sur la violation du droit de vote et de la liberté de choix, ces éléments constatés spécifiquement par le Changement Social Bénin dans son déploiement qualitatif se retrouvent confirmés par les données d'observation quantitative de la plateforme de l'organisation de la société civile avec une ampleur beaucoup plus inquiétante où les mêmes choses ont été observées. Sur la violation du principe d'égalité et de non-discrimination, il convient ici d'apprécier l'effort républicain pour assurer, voire faciliter, l'égal accès aux postes de vote à tous les citoyens au niveau national. Sur la violation du principe d'égalité de tous devant le suffrage, étant donné que ce principe est indissociable de la question de la représentation et de la démocratie, il importe ici de le mentionner à travers sa formule séculaire la plus simple et la plus comprise. One man, one vote. Un homme, une voix. Il convient de noter que les différentes violations susmentionnées sont constitutives d'une injustice électorale qui interpelle maintes institutions de la République ainsi que les parties prenantes. Les institutions de la chaîne pénale pour l'application des dispositions pénales électorales sont d'office interpellées. Pour la période post-électorale, il en serait de même. Mieux, la Cour constitutionnelle, juge électoral, est interpellée pour la prise en compte des violations notées. La Sénat, institution axiale entre les deux premières Suisses citées, dans la conduite du processus électoral, devrait coopérer à l'efficacité de ces dernières. Pour finir, les partis à la compétition ainsi que la classe politique dans son ensemble, au nom de la vertu en République, devraient prendre des mesures à la hauteur des déviances survenues. Il y va de la sauvegarde des acquis de la réforme du système partisan conduite durant le quinquennat passé. Une autre ONG qui n'a pas la même lecture du taux de participation, c'est l'ONG Al-Khair. Son président a fait un point de presse aussi pour parler de taux bien meilleurs dans les départements, comparativement à Cotonou où, je le cite, le taux a été relativement bas. Suivons ensemble Martin Assoba sur des propos recueillis par Ingrid Der et Rachidi Soubir. L'élection présidentielle de dimanche 11 avril dernier s'est déroulée sur l'ensemble du territoire national dans des conditions globalement satisfaisantes. Cela, tous les observateurs le soulignent et tout le peuple béninois en est conscient et content. Par ailleurs, la participation des populations au scrutin a été un point d'attention. À cet effet, s'il a été observé qu'elle a été relativement basse à Cotonou, le constat est que dans les départements en général, elle a été bien meilleure.
Cela, c'est que l'on est en mesure de dire, en toute objectivité, sans aller jusqu'à avancer des chiffres qui sont du ressort de la Sénat. Parce que depuis que la Sénat a commencé ses opérations, il a été bel et bien dit qu'après le 11 avril, que ça doit être entre le 12 ou le 15 avril que nous aurons les résultats. Pour éviter de paraître comme un soutien de telle ou de telle chapelle, la société civile, surtout qu'elle ne dispose que de chiffres partiels et parcellaires, doit éviter d'avancer des chiffres que chacun a au fait de considérer comme définitifs. C'est la Sénat qui proclame les résultats provisoires. Donc, nous devons savoir raison garder en donnant des chiffres par rapport au taux de participation. Les réseaux sociaux se sont accaparés de certains taux qu'on a déjà commencé par distiller dans le public. Ce n'est pas bien. C'est pourquoi dans le contexte actuel, je nous invite tous à attendre les chiffres officiels de la Sénat avant de tirer toute conclusion. C'est la Sénat qui proclame les résultats provisoires après que la Cour constitutionnelle ait fait sa vérification. C'est pour cela d'ailleurs que la Cour constitutionnelle aussi a déployé des observateurs. Martin Assoba. Autre observation, le groupe d'observateurs délégués par les structures sous-régionales, notamment les représentants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, du Conseil de l'Entente de l'Union africaine et de l'Organisation internationale de la francophonie. Pour eux, l'élection s'est déroulée conformément aux tests et lois en vigueur au Bénin. Je vous propose de suivre un extrait de la déclaration du chef de mission du Conseil de l'Entente, suivi de celui de l'Union africaine. Ils sont ici au micro de Nagui Balagbe et d'Ider Ngwevi. À l'issue de cette journée d'élection, la mission d'observation électorale du Conseil de l'Entente a noté de manière générale que le scrutin s'est déroulé dans le calme. Les observateurs ont constaté dans les pots de vote visités le déploiement satisfaisant du matériel et des documents électoraux, la disponibilité du matériel sanitaire dans le respect des mesures barrières à la COVID-19, le respect des heures d'ouverture et de clôture dans la plupart des pots de vote, le bon fonctionnement des pots de vote, à l'exception de quelques difficultés rencontrées par certains membres reflétant des lacunes dans leur formation, le respect du secret de vote ainsi que le dépouillement public ont favorisé la transparence du scrutin. Le 11 avril 2021, jour du scrutin présidentiel, l'équipe des observateurs du Conseil de l'Entente s'est déployée dans les départements du littoral et de l'Ouémé. Elle a observé les phases d'ouverture, de déroulement, de clôture et de dépouillement dans plusieurs pots de vote, notamment dans les communes de Cotonou, Sémékodi, de Porto Novo, d'Apo-Miserete et de Dangbo. À l'issue de cette journée d'élection, la mission d'observation électorale du Conseil de l'Entente a noté de manière générale que le scrutin s'est déroulé dans le calme. La mission d'observation du Conseil de l'Entente a cependant constaté une faible affluence des électeurs dans les pots de vote visités. La mission d'observation électorale de l'Union africaine, comme je l'ai dit, a déployé 16 observateurs qui ont couvert plus de 100 bureaux de vote dans certaines communes. Les équipes de la mission ont fait les constats suivants relativement à l'ouverture des bureaux de vote, au déroulement du scrutin, à la fermeture des bureaux de vote et au dépouillement
des suffrages. Tous les bureaux de vote ont fermé à l'heure réglementaire. La fermeture des bureaux de vote et le dépouillement des voix se sont déroulés conformément au code électoral béninois. Elle constate que malgré les agitations enregistrées dont nous avons parlé dans certaines localités avant l'élection, le scrutin du 11 avril 2021 s'est déroulé dans un climat apaisé. Déjà, les félicitations qui fusent, les toutes premières viennent du mouvement La Dynamique Continue qui salue le peuple béninois et tous les acteurs ayant contribué au déroulement du scrutin. Ses membres se sont dit satisfaits du climat de quiétude dans lequel s'est déroulée l'élection. Voici un bout de leur message lu par le président du Creuset. Il s'appelle Parfait Go. Le dimanche 11 avril 2021 a eu lieu l'élection présidentielle au Bénin. Malgré la tension et les incidents préélectoraux, le scrutin s'est déroulé dans les meilleures conditions. Nos concitoyens se sont rendus aux urnes et ont exprimé librement leur suffrage dans le calme et la tranquillité. L'association La Dynamique Continue, LDC, félicite tous les acteurs qui ont œuvré à cette bonne organisation. Le gouvernement, la Cour constitutionnelle, la Commission électorale nationale autonome Sénat, les agents électoraux, le personnel de sécurité, les organisations de la société civile, les diverses missions d'observation et surtout le peuple béninois qui, dans sa majorité, a su rendre festif ce temps fort et important de la vie politique de notre pays. L'association La Dynamique Continue, LDC, voudrait aussi et surtout adresser ses vives et chaleureuses félicitations au chef de l'État sortant, le président Patrice Talon, pour les premières tendances très favorables à sa réélection. LDC lui souhaite déjà bon courage et davantage de succès dans la continuité de la gigantesque œuvre de développement du Bénin. La dynamique continue et que vive et rayonne le Bénin. Je vous remercie. Et comme s'ils avaient lu dans une boule de cristal, la Sénat a proclamé les résultats provisoires de la consultation du dimanche dernier. Patrice Talon vient en tête avec 86,36% des votes exprimés. C'est un score à la soviète. C'est ce qu'a proclamé en tout cas la Commission électorale nationale autonome tout à l'heure même. Je vous en soufflais un mot. Et maintenant, avec la complicité de la région, on va voir le reste des détails de cette proclamation. Article 1er. Sous réserve de l'appréciation de la Cour constitutionnelle et des redressements qu'elle pourrait être amenée à effectuer, les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 sont arrêtés ainsi qu'il suit. Nombre d'électeurs 4 802 303. Nombre de votants 2 409 409. Taux de participation 50,17%. Bulletin nul 111 008. Suffrages valablement exprimés 2 298 401. Suffrages obtenus par les duos de candidats. Duo de candidats Corentin Koé et Irénée Josias Agossa. 53 957 pour le suffrage exprimé. Pourcentage 0,235%. Alassane Soumanou et Paul Rumpé. Suffrage exprimé 259 612. Pourcentage 11,29%. Patrice Athanas Guillaume Talon et Mariam Chabi Talata. Suffrage exprimé 1 984 832. Pourcentage 86,36%. Article 2. Les suffrages obtenus par les duos de candidats dans les différents arrondissements sont joints en annexe à la présente décision.
Article 3. Le duo de candidats Patrice Athanas Guillaume Talon et Mariam Tchabi Talata obtient dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés. Autre actualité dans cette session d'information du soir, premier jour de jeûne aujourd'hui chez les fidèles musulmans du Bénin. C'est parti pour une trentaine de jours de dévotion, mais aussi de comportement sain à avoir. Canal 3 a bien voulu savoir ce qui peut bien constituer un comportement sain en cette période. C'est l'imam Abdul Matin Chitou qui nous en donne une idée. Dans cette interview, il est interrogé par Iradatou Amadou et Henri Ganti. Le mois de Ramadan pour le musulman n'est pas comme n'importe quel mois. Donc, il faut vraiment des comportements convenables pour mériter ce mois de Ramadan. En réalité, il est demandé aux musulmans de jeûner, de faire le jeûne depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil. Si le musulman en carême doit s'abstenir de manger, de boire et d'approcher sa femme durant cette période de l'aube jusqu'au coucher du soleil, il lui est demandé aussi de s'abstenir aux autres interdits qu'il connaissait avant l'arrivée du mois de Ramadan. Donc, en tant que musulmans, lorsque nous nous abstenons de manger, de boire et d'approcher nos femmes, nous devons nous abstenir de dire les paroles malsaines, la médisance, la calomnie, le mensonge, tout ceci qui était des interdits bien avant le Ramadan, l'est encore plus pendant ce mois de Ramadan. Donc, pour résumer, l'interdiction d'avant le Ramadan reste en vigueur dans le Ramadan. En plus, le fait que si nous observons ces interdictions, c'est que nous donnons une certaine force à notre jeûne. Le jeûne doit avoir une certaine valeur auprès de Dieu pour être accepté. Puisque nous avons quitté les interdits, il y a ce qu'il faut faire pour donner plus de qualité, plus de valeur à son jeûne. C'est de passer son temps dans la bonne parole, les prêches, les réconciliations, que ce soit ta propre réconciliation avec des personnes avec qui tu es en conflit, ou que ce soit des personnes antagonistes à côté de toi que tu connais, tu vas t'évertuer à les réconcilier. S'évertuer à lire le Coran, puisque le mois de Ramadan est le mois dans lequel le Coran est descendu. Une période de lecture du Coran, une autre période pour les rappels, ce qu'on appelle communément Adhkar, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salim. Tout ceci est ce que je n'ai pas pu dire, que nous connaissons comme étant des rappels, des Adhkar. C'est l'autre chose qui est recommandée dans le mois de Ramadan, c'est le partage, le don, sadaqa. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a suscité ce don en disant que celui qui offre aux jeûneurs ce dont il pourra rompre le jeûne aura la récompense de ce jeûneur sans que sa propre récompense ne soit annulée. Donc, je nous exhorte à faire plus d'efforts pour mériter le pardon de Dieu et pour mériter son paradis. Ce document que je vous propose à présent fait la lumière sur l'importance de la vaccination. Mais derrière le magazine réalisé par Régis Hippolyte Agossoum, il y a un peu de précision sur la vie et la survie dans les centres de santé, manquant de tout et parfois même de minimum, notamment en personnel. Je vous emmène à Natitengo par là où l'un des centres de santé a besoin d'un important moyen, notamment en ressources humaines. Suivez plutôt.
Elles sont attendues ici tous les jours ouvrables de la semaine, chacune selon son rendez-vous, et ceci relatif à l'âge de son enfant et surtout à l'antigène à appliquer à ce dernier. Ces femmes qui ont pris d'assaut ce centre de santé communal reconnu à cet effet à Natitengou sont donc en ces lieux pour la vaccination de leur bout de chou. La vaccination, c'est une intervention ancienne, une intervention efficace, une intervention universelle qui a eu également d'impact sur le plan de la vie de l'homme. C'est pour dire aujourd'hui que la vaccination est une des grosses interventions qui nous permet vraiment de prévenir et d'améliorer l'état de santé des populations. Selon leurs âges, en effet, les enfants reçoivent différentes sortes de vaccins. À la naissance, pendant les 24 heures qui suivent l'accouchement, l'enfant doit recevoir la dose de naissance contre l'hépatite. Maintenant, il doit recevoir sa dose de BCG et polio 0. D'accord? Maintenant, à 6 semaines, l'enfant doit recevoir encore un autre vaccin contre qu'on appelle Penta. Le Penta 1, le Rota 1, et puis poliomyélite 1, et puis on a le Penta 1. Donc tout ça, l'enfant va recevoir à 6 semaines, à 10 semaines et à 14 semaines. Ça fait les 3 doses que l'enfant va recevoir en dehors de ce qu'il avait déjà reçu à la naissance. À 6 mois, il y a la vitamine A qu'on donne à l'enfant pour lutter contre la cécité, ce que tout le monde connaît. Et c'est à 9 mois maintenant qu'on lui fait la vaccination contre la rougeole. Des étapes très importantes auxquelles le ministère de la Santé reste collé en dotant par trimestre le département de la Takora des différents vaccins. C'est tous les 3 mois que le ministère nous ravitaille. Ils viennent avec un lot de vaccins que nous gardons. Nous avions à cet effet 2 chambres froides dans la gestion globale des vaccins. Lorsque le ministère nous ravitaille, les communes, tous les mois, entre le 1er et le 5, ils viennent chercher donc les vaccins ici pour à leur tour ravitailler les aides sanitaires qui à leur tour vont réaliser les stratégies avancées ou les stratégies fixes, c'est-à-dire vacciner nos enfants avec. Sur les lieux, le processus pour vacciner un enfant n'est pas facile. Les agents devront traiter chaque dossier, peser chaque enfant après appel par ordre d'arrivée et ensuite vient la vaccination proprement dite. Une tâche assez pénible vu ce personnel du centre de santé communal réduit à seulement 3 agents pour au moins 200 à 300 enfants par jour et surtout en ces temps de Covid-19. Bon, vous voyez, les difficultés, il y en a, surtout en période Covid maintenant où il ne faut pas prendre le grand nombre. Vous avez vu ce grand nombre-là, ça c'est le petit nombre encore. Aujourd'hui, ils ne sont pas nombreux aujourd'hui, sinon il y a des jours vraiment, c'est le comble. Mais on fait de notre mieux pour pouvoir satisfaire les femmes, malgré le nombre restreint du personnel que nous avons. En fait, vous allez voir, le personnel, on est réduit seulement à 3. Donc, vous voyez, comme tous ceux-là, c'est un peu difficile pour nous. Difficulté également pour les femmes qui devront quitter très tôt leur domicile pour y retourner très tard. Moi, maintenant, c'est depuis hier, j'ai commencé par me préparer. J'ai gardé ma nourriture, tout ça là. C'est depuis hier, je me suis préparée, sachant bien que ce matin, j'ai un gros calvaire qui m'attend, quoi. Pourquoi vous parlez de calvaire? Quand on vient comme ça, par exemple, de 7 heures, c'est parti pour 18 heures parfois. On ne trouve pas vite la vaccination. Les raisons qu'ils nous donnent là-bas, c'est qu'il y a manque de personnel. Donc on est obligé de faire avec. Parfois même, nous, un peu qui savons écrire, on les aide. On veut que l'État nous aide, que les gens soient beaucoup. Il faut que nous-mêmes on quitte vite et aller à la maison. Parce qu'à l'heure qu'on quitte là, c'est pas bon. Une situation que reconnaît le directeur départemental de la santé à Takora, qui dit être à pied d'œuvre pour y remédier. Effectivement, l'effectif a été dégraissé pour servir l'hôpital de la mère et de l'enfant qui est à côté. Donc c'est vrai qu'en plus de cet effectif que vous avez constaté qui est dû au manque de personnel, il y a également une insuffisance d'information qui fait que la population continue d'affluer au même poste. C'est vrai, nous recherchons les solutions et ce n'est qu'à chaque mutation que nous arrivons à voir le personnel libre pour pouvoir le référer là-bas. Donc dans
dans mon agenda, c'est clair, c'est marqué, il nous faut encore 2 à 3 agents au niveau de ce pour pouvoir couvrir tous les enfants qui viennent, pour que nos mamans souffrent moins, pour avoir les soins préventifs. Déjà que l'État a rendu totalement gratuite cette opération et que les populations sensibilisées en connaissent l'importance, il est alors nécessaire de maintenir le cap en mettant à la disposition de ce centre de santé communal de Natitengou du personnel qu'il faut pour le travail afin que le calvaire de ces femmes diminue. Un autre document qui fait de la lumière sur les richesses et les potentialités de la médecine africaine, sinon de la médecine femme, un peuple de grande culture dans la partie méridionale du Bénin. Pour vous remettre d'une fracture, pas besoin des 6 mois d'immobilisation, comme l'ont enseigné dans les écoles les Blancs. Un massage, une décoction, un suivi humain et amical, vous faire retrouver par miracle votre mobilité ou la mobilité de votre membre fracturé en moins de temps. À Tendi, dans la commune de Zakota, c'est la famille Ali Khleno qui en est le dépositaire. Imet Hélène Moussoum nous amène vers des secrets inexplicables. C'est un savoir-faire endogène vieux de plusieurs siècles. Il a été transmis de génération en génération et se perpétue encore aujourd'hui. Ces connaissances et pratiques de la tradition réussissent parfois là où même celles modernes et scientifiques manquent de résultats probants. Dans le village de Tendi à Zakota, des patients souffrant d'entorses, de déboîtement et de fractures à l'épaule, la jambe, le bras, la cuisse ou toute autre partie du corps se font soigner et obtiennent satisfaction grâce à des traitements traditionnels. J'ai eu un choc et malheureusement j'ai cassé une cuisse. C'est ma raison d'être ici. Sinon j'étais même à l'hôpital. J'ai fait quelques 3 jours là-bas. Mais j'aurais appris que ici c'est plus rapide que là-bas. C'est ce qui m'a amené ici. On place dans le ça va pompier la somme le coton il dormait quand à ça quand j'ai doit ça refile donc quand deux gamins il y a mon 120 000 vite là quand t'as sous le confie il assez vite sur le fiboton fibo la dormir donc et watio et na ya nuit on bon ka fait non blo son dopo Parfois, le traitement à l'hôpital ne réussit pas et on est obligé de venir ici. Donc, il vaut mieux directement se faire traiter ici. La guérison pour ces patients est assurée par des hommes et femmes d'une même famille. La quasi-totalité de la descendance Alinklenon possède ce don pour peu qu'ils respectent certaines règles et se rendent disponibles à apprendre auprès des géniteurs et anciens. Le début, ils ont touché avec de l'eau, avec des tisanes préparées. L'eau est chaude et ils touchent avec ça, ils touchent avec des pailles coupées, ils touchent avec ça, tout touche. Et il y a quelque chose comme, comment dirais-je, et beurre de karité, et il passe le beurre de karité là, et il prend le pain coupé là, pour emballer jusqu'à un niveau donné, et ils vont attacher ça. Après avoir attaché, et ils vont faire chose là, bander avec le bande blanc là, ils attachent ça. Quand on exerce ce savoir-faire, on ne mange pas salé le matin avant de démarrer. Très tôt, il faut chauffer les tisanes. Le traitement se fait selon le type et la forme de la fracture. Nous avons nos méthodes et nos instruments. Certains restent chez eux et nous allons leur administrer les soins. Quelle que soit la fracture, nous traitons tant que c'est encore possible.
Nous avons eu à traiter des cas graves. À l'arrivée d'un parmi eux, il n'y avait plus d'espoir, mais nous avons réussi. Le traitement peut être administré à toute personne, quelle que soit son appartenance religieuse. Il est en effet fait à base de décoction, de tisanes et pommades de fabrication traditionnelle. La force spirituelle de la guérison est octroyée par l'ancêtre totémique Torio de la famille. L'histoire raconte qu'ils ont hérité du savoir-faire de leurs aïeux. Ces derniers auraient été emmenés pour servir le roi. Ce que nous faisons ici, ce n'est pas du gris-gris. C'est un héritage que nous perpétuons. Seuls les descendants de la famille Al-Nikhleno pratiquent ce savoir. Nos filles mariées peuvent le faire, mais leurs enfants non. Les tisanes sont faites à base d'ingrédients divers. Immobilisés pendant 3, 4 ou 6 mois selon la gravité du mal, les patients sont hébergés par leurs soignants. Ils sont parfois plusieurs dans une même case. Ces conditions d'hébergement posent un problème d'hygiène. À ceci s'ajoutent les difficultés financières soulevées par la majorité des patients. Parfois, l'immobilisation est nécessaire pour accélérer la guérison. Comme c'est un don, nous ne taxons pas les patients. Nous avons besoin non seulement de salles, mais aussi de cannes et de ceintures diverses. Le traitement des diverses fractures réussi à Tenji vient une fois encore mettre l'accent sur la disponibilité de solutions traditionnelles efficaces à des problèmes sérieux. Face aux difficultés qui entravent la valorisation de ce savoir-faire endogène, les praticiens en appellent à l'accompagnement de personnes de bonne volonté ou des organisations non gouvernementales. Dans le cas présent, ces guérisseurs souhaitent la construction de salles d'hospitalisation dont la gestion et l'entretien seraient définis et confiés à un comité composé des membres issus de chacune des parties. Ce journal va continuer, mais va s'achever avec ce dernier élément. Si vous avez un projet de voyager d'une ville à une autre au Bénin, voici ce qui vous attend sur les parcs routiers. Si vous devrez prendre justement un taxi interurbain, des rabatteurs qui vous disputent votre sac de voyage, un chauffeur qui plaint, qui regrette la dureté et l'ingratitude de son job, des responsables syndicaux qui sont aux aguets, eux, contre les chauffeurs indélicats et les chargements hors parc. Tout cela fait l'ambiance sur les gares routières, donc, et reflète justement la chaleur humaine caractéristique de la vie en Afrique. Le Rick Gaba nous amène faire un tour. C'est une journée ordinaire sur le parc automobile de Godomé qui jouxte le collège d'enseignement général de la localité. Au bord de la voie, les racoleurs font la course aux passagers. L'objectif est de vite charger les véhicules. Dès que nous garons la voiture sur le parc, ce sont les racoleurs qui s'activent pour nous trouver des clients. Nous allons à la rencontre des passagers et nous demandons leur destination. S'ils ont des bagages, nous les aidons à les porter jusqu'au véhicule approprié et nous leur donnons le tarif du trajet. Ce qui est impressionnant dans le processus de chargement des véhicules est l'ordre établi par les responsables syndicaux. Les véhicules sont chargés en fonction de leur ordre d'arrivée et les responsables veillent scrupuleusement à l'ordre du tableau. Les véhicules sont enregistrés sur le tableau en fonction de leur ordre d'arrivée.
Les premiers venus sont les premiers à être chargés et tout le monde est tenu de respecter l'ordre établi. Chaque chauffeur connaît son tour de chargement. Nous, les racoleurs, on se mobilise autour du véhicule qui est de tour et nous l'aidons à vite partir. Le chauffeur, quant à lui, reçoit les passagers qui lui sont amenés par les racoleurs. Le préalable est fait, il se contente de payer une commission à partager entre le syndicat et les racoleurs. Les racoleurs sont nos collègues chauffeurs sans véhicule. Donc, on leur trouve une petite commission en signe de gratitude. Mais entre nous, on se fait de petits gestes et tout le monde gagne un peu. Quand je travaille avec les chauffeurs, je gagne de petits sous. Et quand les clients sont aussi contents de ma prestation, ils me font de petits gestes. En cette période de Covid-19, les mesures barrières imposées par les autorités sont strictement respectées sur les parcs automobiles. Nous respectons ici les gestes barrières. Nous avons un kit de lavage des mains. Les chauffeurs ont aussi des gels hydroalcooliques qu'ils passent avant de monter au volant. On prenait 6 passagers, mais aujourd'hui, nous sommes limités à 3 passagers. Malgré cette synergie d'action, quelques problèmes continuent de miner la vie des transporteurs. Il s'agit du tarif non imposé par le gouvernement après la révision à la baisse du nombre de passagers pour faire face à la pandémie du Covid-19. Il y a quelque temps, on chargeait au moins une dizaine de véhicules par jour. Aujourd'hui, c'est à peine qu'on charge 5 par jour. Et les clients peinent à payer les prix du voyage. Ils négocient tout le temps des réductions. Le carburant est cher et les frais des postes péages ont été revus à la hausse. Nous demandons aux autorités de nous aider à fixer les tarifs des transports pour que la réduction de passagers cesse de peser sur nos bourses. Au-delà de ces préoccupations, la vie sur les parcs automobiles reste un jeu de rôle entre chauffeurs, syndicats et racoleurs. Les passagers ne sont ici que des marchandises chouchoutées par les 3 parties. Une seule préoccupation, faire en sorte que le passager soit satisfait de la prestation. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Pour l'essentiel, la retenue, sachez que la SNA a proclamé les résultats provisoires. Le duo Talon Talata vient en tête du scrutin du dimanche dernier avec pratiquement 90% des suffrages exprimés. Score à la soviète qui écrase les 2 autres duos en compétition pour un taux de participation d'environ 50,17%. Bulletin nul, environ 11 000 a exprimé la Sénat. Corentin Korwe et Irénée Agossa récoltent 2,35% des voix, pendant que Djemba et Paul Rompé en ont eu pour 11,29%. Un taux de participation nettement en contraste avec les chiffres avancés par la plateforme des organisations de la société civile qui, elle, parle plutôt de 26% de taux de participation au plan national. Vous avez suivi par ailleurs ces différentes observations. Et déjà, un autre jour, un jeûne déjà chez les fidèles musulmans du Bénin. Le mois de Ramadan a démarré aujourd'hui même. Chez les adorateurs d'Allah, nous vous avons parlé du comportement à avoir quand on est un bon musulman. Vous avez suivi les explications d'un guide imam. Au-delà de ce 19h30, l'actualité aussi ce soir, ce sont les matchs retour des quarts de finale de la Champions League. On joue actuellement PSG, Bayern de Munich et puis Chelsea, Porto. Si vous aimez du foot, bonne fête à vous. Bonsoir.